Bonjour et bienvenue dans cette première vraie vidéo de 2026 pour la chaîne Biblichette. Bon retour parmi nous pour ceux qui arrivent, qui reviennent. Bravo de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir rejoints aux 2 ou 3 personnes qui sont abonnées depuis le début de l'année. Merci. J'espère que la qualité d'image est pas trop dégueulasse. J'ai changé un peu le setup de la chambre, donc maintenant je filme depuis là. On va commencer tout de suite cette vidéo qui est un petit bilan de mes lectures pendant les vacances de l'hiver là, où j'ai lu 6 livres, ce qui est pas trop mal. J'ai lu 3 romances et 3 classiques. Et vous allez voir, il y a du très bon et il y a vraiment du... Qu'est-ce que c'était que ça? Il y a des trucs que j'aurais préféré ne jamais lire, mais bon, j'avais pas trop le choix. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne le savent pas, je suis prof en lycée et donc je dois lire des livres pour faire mes cours évidemment. Et c'est pour ça que je me suis engagée sur des terrains où je ne serais pas allée avec une arme, voyez-vous. Parce que franchement, je sais que j'ai énormément de mal avec cet auteur-là. C'est pas nouveau. On va le paquet de croquettes. Si vous êtes là depuis assez longtemps pour avoir suivi mon maxi haul de l'année dernière, vous savez que j'ai acheté Belle du Seigneur d'Albert Cohen en disant que j'ai énormément de mal avec cet auteur. Énormément de mal avec ce livre, énormément de mal avec les adaptations. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de lunettes, j'ai hyper mal aux yeux, donc je sais pas du tout où je regarde. Maintenant, le Boog a écrit une autobiographie qui est quand même assez célèbre, qui est plus ou moins facile à lire, donc évidemment je l'ai lu. Bon, on commence par les classiques. J'ai commencé par lire... Bon, on va commencer par celui qui est ignoble tout de suite. J'ai lu donc le livre de ma mère d'Albert Cohen. Ouh, le focus. Et... Bon, il existe en plusieurs éditions. Là, j'ai pris le classique au collège parce que au moins il y a des pistes d'analyse dedans, même si finalement je l'utilise pas pour une séance analytique, mais bon. Je sais pas pourquoi le focus ne marche pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de lumière? Est-ce que je bouge trop? Je ne sais pas. Alors, il écrit... Si je zoome un peu, est-ce que c'est mieux? Il écrit cette chose parce que sa mère est morte et qu'elle lui manque, enfin normal quoi, et jusqu'à là tout va bien. Alors on va parler des points positifs tout de suite, c'est hyper court. Je crois que hors dossier ça doit faire genre 140 pages. Il y a 50 chapitres mais ils sont maxi courts, donc ça va. En vrai c'est bien écrit, parfois il y a des trucs, littérairement c'est intéressant. La maîtrise de la langue, elle est indéniable, vraiment. Je veux dire, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais, je passe vite aussi sur le fait que, en vrai de vrai, c'est genre le chagrin et l'absence, c'est hyper bien décrit. Vraiment, je veux dire, ça c'est juste. Mais le point noir, c'est son traitement des femmes dans ce livre. Donc c'est une autobiographie, hein, c'est pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fiction là-dedans. Enfin, même si on n'écrit jamais 100% de la vérité. Mais la manière dont il parle de sa mère, moi, ça m'a choquée, vraiment. Alors, je veux bien que c'était une société dans le temps et tout. Je veux bien que... Albert Cohen pensait que Percy Shelley avait écrit Frankenstein et avait eu l'amabilité de dire que c'était sa femme, Marie. Mais, enfin, il parle jamais de sa mère comme une femme, c'est toujours sa mère qui a sacrifié toute sa vie pour lui, sa mère qui ne pourra plus rien sacrifier pour lui, que plus personne ne sacrifiera plus grand chose pour lui puisque sa mère est morte, que toutes les autres femmes du monde sont des CATINS parce que ce ne sont pas sa mère. Enfin voilà, il y a une partie où il écrit une lettre aux mères en mode s'il vous plaît, prenez soin de nous. Non, franchement, j'ai mis 3 étoiles pour les qualités littéraires, c'est tout, hein, mais j'ai subi ma lecture, vraiment, j'attendais que ça finisse. Parce que... Non, quoi. Non, et du coup, ça m'a donné encore moins envie de lire Belle du Seigneur. Alors, je sais pas quand est-ce que je vloggerai Belle du Seigneur, mais peut-être jamais, hein, parce que franchement, horrible, malgré les qualités littéraires de la plume de ce monsieur. Ensuite, j'ai lu... Alors, on va aller un peu dans le mieux quand même.
J'ai lu La lettre au père de Kafka. C'était bien mieux. C'était bien mieux. C'était hyper nuancé pour le coup. Vraiment, j'ai trop aimé qu'il soit là. T'as pas été gentil là, hein. Mais là, je regardais quand même ce que tu faisais parce que je trouvais ça hyper important parce que tu es mon papa. Et vraiment, c'est vraiment pas genre, père, tu es trop nul, horrible avec moi, machin, genre, c'est hyper nuancé et c'est bien, c'est bien. C'est juste ça nous apprend beaucoup sur la personnalité du monsieur là, quand même, qui était pas... Et on sait un peu d'où ça vient en ayant lu ça. C'est hyper court pour le coup, je crois qu'il y a genre 80 pages. Ça se lit bien, c'est écrit gros. C'est une lettre en entier, hein, donc il n'y a pas de sous-partie ou trucs comme ça, mais on peut s'arrêter à peu près n'importe où. Pour le coup, sa mère, elle est pas vraiment présentée comme une victime de son père, mais comme quelqu'un qui est dans son sillage et forcément, il va pas pouvoir avoir de bonnes relations avec sa mère puisqu'il n'a pas de bonnes relations avec son père. Pour le coup, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux. Il parle aussi de ses frères et sœurs. Enfin, il n'y a pas de frères, je crois. Ils sont morts tôt. Ouais, donc il n'y a pas de frères. De ses sœurs, de son beau-frère. Enfin, bref, il y a des trucs qui sont bien plus intéressants que dans le livre de ma mère. Voilà. En 2 fois moins de pages. Après, forcément, si vous aimez pas trop Kafka, vous avez peut-être pas aimé. Moi, j'ai fait à la fac, donc je savais que ça me plairait plus ou moins. Si vous n'avez pas de daddy issues particulières, je pense aussi que peut-être que ça ne marchera pas hyper bien pour vous. Je pense notamment à cette personne qui m'a dit j'ai pas réussi à terminer et qui 5 minutes après m'a expliqué à quel point son père était une personne merveilleuse et je me suis dit oui c'est normal que tu n'as pas réussi à finir Kafka. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que il y a certains conflits générationnels donc de 1910, 1900 quoi, 90, 1890, 1910 après à ces eaux-là, qui se retrouvent à fond les ballons, genre dans nos générations maintenant, et tu te dis ouais ils font genre les jeunes maintenant, alors que franchement ils disaient la même chose il y a 100 ans. Donc c'est pas que les jeunes maintenant quoi. Ça je trouvais cool. Mais voilà, si vous avez 3 € à dépenser, je sais pas combien il coûte le livre de ma mère dans cette édition là. 5,90, non dépense pas 5,90 pour le livre de ma mère, dépensez plutôt 3 € pour Kafka. Et je considérais le 3e livre comme étant un classique, mais plutôt un classique pour le genre que c'est. J'ai lu Discours sur le colonialisme et Discours sur la négritude d'Aimé Césaire. J'avais jamais lu Aimé Césaire et c'est trop bizarre parce que je me rappelle du jour où il est mort, j'ai vu à la télé, j'étais là ah c'est qui lui, mais j'avais genre 9 ans, 8 ans, enfin je sais pas, j'étais jeune, mais je n'avais jamais lu Aimé Césaire, honte à moi. Pour l'actualité de ses propos, évidemment j'ai décidé de le lire maintenant. Avec tout ce qui se passe en France, je pense que c'est littéralement une lecture obligatoire en ce moment, ce qui se passe en France et dans le monde entier évidemment. C'est pas hyper accessible. Les mots utilisés sont simples. Certains exemples ils sont hyper communs. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème pour les comprendre. Mais je pense que, je crois qu'il l'a fait en 1947, le discours sur le colonialisme. Il y a certains propos, événements, personnes que si on n'a pas un minimum de culture sur ce truc-là, on va pas y arriver. Moi, il y a des trucs que j'ai pas compris. Honnêtement, et j'aurais pu chercher, mais je me suis dit bon, je vais go with the flow. Je sais pas s'il y a d'autres éditions qui l'utilisent, qui ont publié ce livre-là. Donc là, c'est chez Présence Africaine, ça coûte 6,20 €, 6,20 € de qualité. Ça veut dire juste 30 centimes de plus que le livre de ma mère. L'année dernière, j'ai tapé sur Dawn and Dusted toute l'année à partir du moment où je l'avais lu. Là, toute l'année, on va partir sur le livre de ma mère, c'était trop de la... Bref. Enfin. Je pense vraiment, enfin je veux dire, j'ai pas autre chose de plus à dire qu'il faut l'avoir lu, je pense. Lecture obligatoire. C'est, je pense, pour tout ce qui est post-colonialisme, anticolonialisme, c'est à peu près l'équivalent d'une chambre à soi de Virginia Woolf pour le féminisme, vous voyez. Donc forcément, si je vais faire une liste de 5 livres à avoir lu dans sa vie, il serait dedans. Voilà, je vous encourage vraiment à le lire. Si vous avez, je sais pas, ça m'a pris quoi, 1h30 à lire, c'est vraiment pas long. Hein. C'est hyper intéressant. Ça fait beaucoup de points sur... c'était il y a 70 ans 80 ans presque. Ouais. Je serais hyper curieuse de savoir ce qu'il aurait à dire en ce moment, sur ce qui se passe en ce moment, Aimé Césaire. Voilà, passons maintenant aux 3 romances que j'ai lus. Et ben c'est à peu près la même chose que là.
Donc je devais, alors vraiment des vacances incroyables, je devais aller aux Jeux Olympiques pour voir le biathlon. Mes trains pour aller en Italie ont été annulés, donc je n'ai pas pu aller aux Jeux Olympiques. Alors je me suis dit, bon bah pour me détendre en regardant le biathlon devant ma télé, je vais acheter des romances. Parce que c'est vraiment ce qui se passe le mieux. Donc je suis allée à la librairie juste avant les vacances et j'ai acheté en premier ça. One Night Forever de Lyra Vérin chez HarperCollins Poche. 4,99, c'est une opération 4,99. Je savais que ce serait nul quand je l'ai pris. J'espérais foncièrement au fond de moi, probablement très profondément, que ce soit nul, c'est ce que je voulais. Enfin, je m'attendais pas de la grande littérature et c'est absolument pas du tout ce dont j'avais besoin pendant ces vacances-là. Vraiment, quand on voit les classiques que j'ai lus, c'était pas hyper. J'ai pas lu les frères Karamazov là pendant les vacances quoi. C'est l'histoire de Santina qui perd son travail et son appart dans la même journée et qui se voit obligée pour avoir un toit et pour être hébergée et nourrie de garder un enfant pendant un mois entier. Sauf qu'en fait elle se rend compte que elle connaît pas la personne qui a... Enfin elle connaît pas l'enfant, elle connaît pas son père, mais elle se rend compte en arrivant le matin que c'est son coup de la veille, le père. Voilà, en gros ils doivent vivre ensemble pendant un mois, vraiment proximité forcée à fond, je veux dire. En soi j'ai aimé dans le fait que j'avais envie de lire la suite, j'avais envie de savoir et tout, mais c'était vraiment pas bon en vrai. Ou alors c'est mes goûts. Non, c'est mes goûts, c'est totalement mes goûts. Je viens de me rendre compte, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que petit je détestais le trope single dad. J'ai énormément de mal quand dans les love interest, ils sont tout plats. Genre le green flag, le plus green de la vie, sans une pointe de jaune, quoi, histoire d'avoir 2-3 défauts, parce que sinon, les gens ils sont pas intéressants en fait. S'ils ont pas un minimum de défauts, je dis pas frapper sa femme, ça c'est rouge. Mais je dis genre un petit truc par-ci, un petit truc par-là, c'est pas très grave, mais là le love interest il était plat. Plat à mort. Vraiment. Et j'ai l'impression que c'est toujours ça le trope single dad, il faut que l'homme soit parfait. Et ça ne m'intéresse pas. Je les ai trouvés pas shippables non plus vraiment. Le couple tient pas trop la route je trouve. Ils avaient plus d'alchimie quand ils ont Ken au milieu de la nuit que ensuite dans le livre. Et surtout, je me suis rendu compte que je détestais quand il y avait des enfants dans les livres. Puisqu'en fait, là, il y a le cas soit des enfants qui ont 3 ans qui parlent comme des adultes. Et là, c'est un peu le cas quand même. Pour certains trucs, je me dis, moi j'avais 3 ans, j'ai fréquenté des enfants de 3 ans, c'est très bizarre dit comme ça, mais je veux dire, j'en ai eu autour de moi récemment, voilà, c'est pas comme ça à 3 ans d'enfant. Et le cas de, il faut absolument qu'ils aient l'air débiles. Voilà, faut dire comme il est. Donc là, par exemple, ils le font zozoter pour qu'on voit bien que c'est un enfant, vous voyez. Mais ça me fait non, quoi. Bref. Et je veux pas dire, mais ma littérature francophone hors France, j'ai du mal. J'ai hyper du mal. J'ai écrit québécois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça là? C'est un roman belge. What? Albert Cohen, suisse. Enfin, je veux dire... Je ne sais pas. Enfin bref, après si vous vraiment... je l'ai lu pour passer un petit moment sympa quoi. Je l'ai lu en une fois, rien d'exceptionnel. J'arrivais à suivre un tir de biathlon et à lire en même temps. Mais c'est hyper feel good, oui. Est-ce que c'est vraiment qualitatif? Non. Est-ce que pour 4,99 c'est mieux que le livre de ma mère? Oui. Est-ce que c'était mieux que Done and Dusted? À peine. Mais c'était mieux. Je sais pas si je vais les garder par exemple, vous voyez. Mais bon, peut-être le mettre en boîte à livres. Trop bas. Ensuite, à la librairie, j'ai pris un 2e livre. Parce que je partais sur le fait de lire une espèce de romance hivernale, quoi, un truc de sport. En vrai, il n'y a pas trop de sport dans celui-là, je pense qu'il y en a plus dans Icebreaker, c'était tant mieux en vrai. Donc j'ai lu aussi Daydream de Anna Grace, le tome 3 de Maple Hills, donc après Icebreaker et après Wildfire, en sachant que j'ai DNF Icebreaker à genre 10% parce que vraiment c'était hyper cringe, genre surtout la scène d'introduction du personnage masculin. Nate, non, je crois qu'il s'appelle. Ouais, non, je pouvais pas, ça m'a trop gênée, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette MERDE? Donc j'avais abandonné. Et là, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, c'est les vacances, c'est un poche.
Et je n'ai pas pris Wildfire puisque je voulais un truc hivernal, c'est les JO d'hiver, donc je dirais Wildfire soit en 2028, ce qui serait quand même, soit cet été plutôt je pense. Et j'ai été hyper agréablement surprise de Daydream. Vraiment, je ne pouvais pas lâcher ce livre. Donc c'est l'histoire de Ali qui veut participer à un concours d'écriture mais qui n'a pas eu beaucoup de chance romantiquement dans sa vie et qui a besoin d'aide pour écrire sa romance. Et de Henry, un joueur de hockey slash ODHD, donc vraiment un gros autisme et un gros TDAH mélangé quoi, qui a du mal en fait à gérer logiquement avec ses troubles sa carrière de hockeyeur et sa carrière universitaire et qui a besoin d'aide pour un cours en particulier. Donc en fait il faut un marché, toi tu m'aides pour le cours, moi je t'aide pour tes expériences dans ton roman. Incroyable les deux personnages, je les aimais beaucoup trop, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pas pleuré parce que la qualité était déplorable. C'est vraiment hyper feel good, il y a des choses vraiment j'avais besoin de les lire, ça m'a fait du bien. C'est le moment où je vais taper sur Done and Dusted encore. Je cherchais dans ce livre, parce que le personnage principal de Done and Dusted a un TDAH, je le cherchais. Et vraiment là-dedans, je n'avais pas besoin de le chercher, on me l'a montré d'une manière pas cliché et très vraisemblable pour certaines choses. Mais le ODG entier, hein, vraiment, certains trucs c'était ok. Plus qu'ok par rapport à ce que j'ai déjà lu, hein, vraiment. Donc moi ça m'a plu, hyper shippable pour le coup les deux, vraiment une alchimie de dingue. Mais après le vraiment gros point noir de ce livre c'est qu'il fait peut-être 150 pages de trop, il est max long, j'aurais fait presque 700 pages, à poche presque 700 pages. Je crois que j'en ai même pas des aussi gros, si j'ai les ombres d'Adelaide Hills là, qui est... Mais il y en avait trop, à un moment donné ça commence à devenir redondant. Ouais, bof, hein. Bof, en vrai, trop long. C'est pour ça que je lui ai pas mis 5 étoiles. Je lui ai mis, je crois, 4,25 ou 4. Parce que... Trop long malheureusement. Un peu plus court, un peu plus concis, ça aurait été tellement plus appréciable. Voilà. Et j'ai lu une toute dernière romance. Que j'avais sur ma Kindle depuis 1 an. Je l'ai acheté il y a 1 an le livre. Comme quoi, j'ai une palle physique comme ça. On voit plus le cadre, mais c'est très mieux. Et j'ai une palle numérique qui est peut-être un peu moins épaisse, mais qui quand même commence un peu à s'épaissir. Je cherche juste le nom de l'autrice parce que j'oublie toujours. Donc j'ai lu, enfin, The Love of My Afterlife de Kirsty Greenwood. C'est uniquement en anglais, mais c'est rigolo et c'est facile à lire. C'est une romance un peu... Comment dire ? C'est spécial, hein, je vous préviens. C'est l'histoire de Delphi qui s'étouffe sur son burger qui meurt, qui va au paradis et qui est accueilli là, enfin dans l'au-delà, et qui est accueilli là par Mérite, qui est sa thérapeute post-mortem et qui doit normalement l'aider à accepter le fait qu'elle soit morte, tout simplement. Et en attendant que Mérite revienne, elle rencontre un gars qui vient d'arriver aussi, leur coup de foudre total. Il ne lui donne que son prénom, il donne pas son nom de famille, puisqu'en fait au moment où il veut lui donner son nom de famille, Mérite se rend compte que ce gars n'a rien à faire là, parce qu'en fait il est juste un peu trop sédaté, il n'est pas mort, donc elle le renvoie sur Terre. Delphi est en mode s'il vous plaît, moi aussi il faut que j'y retourne, vous avez vu le gars que c'est, franchement j'ai 27 ans, je suis célibataire depuis toute ma vie, s'il vous plaît. Mérite finit par lui faire un marché, elle a 10 jours pour que ce gars la l'embrasse, sinon elle reviendra dans l'au-delà, ou alors elle pourrait rester dans ce cas-là, si le gars l'embrasse, sur Terre avec lui. Donc Delphi retourne sur Terre, à Londres, et là c'est une ribambelle d'épisodes hyper comiques jusqu'au point final. Et en fait il y a des retournements de situation, il y a des trucs, il y a un moment donné c'était hyper gênant, j'avais envie de me cacher sous ma couette, vraiment, mais c'était très drôle, c'est hyper marrant. Et
Je suis pas une personne qui aime rire, ok. Genre en général quand les gens trouvent des trucs drôles, moi je trouve ça méga gênant. Et là en fait c'est hyper déluré, genre il y a des interludes musicales qui n'ont rien à voir, enfin... c'est très spécial, c'est un humour assez particulier et moi ça marche de fou. Donc j'ai trop aimé, mais apparemment il y a des gens qui ont trouvé ça trop chiant. Donc ça existe aussi, mais moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Beaucoup, franchement, c'est alchimiquement le couple est ok. Les personnages secondaires sont géniaux, vraiment. J'ai aussi chialé, mais pas à cause de la romance, mais j'ai aussi chialé et pas de cringe. J'aurais pu, mais non. C'est hyper spécial. Attendez-vous vraiment à avoir des situations les plus grotesques les unes que les autres, mais moi je trouve que ça change tellement du reste. C'est pas du tout sérieux à aucun moment. Même quand elle se dit oh non il me reste 4 jours, je vais mourir. Et t'es là. Et non, c'est une romance, tu vas pas mourir, qu'est-ce que tu racontes? Donc vraiment, et puis il y a un moment donné, il y a des retournements de situation, vraiment des trucs que j'avais pas vus depuis Wattpad 2012 et ça marchait hyper bien en vrai. Ça marchait hyper bien. Comme quoi en vrai Wattpad c'est pas hyper... Enfin, les trucs de Wattpad tu te dis parfois... et en vrai quand c'est bien fait ça marche. Donc voilà, je crois que j'ai mis 5 étoiles parce qu'en vrai j'ai passé un tellement bon moment. J'ai commencé à lire le week-end dernier. J'ai lu 3 chapitres. Il y a 2 jours, j'étais à 15% le matin, le soir j'avais fini parce que je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre. Vraiment, tellement drôle, ça se lit tellement vite. Et je pense que même si vous êtes pas des brels, parce que quand même, si vous ne lisez pas en anglais d'habitude, en vrai, je pense que c'est faisable. Il y a trop de lumière, je ne vois rien, c'est une catastrophe. Voilà pour le pire et le meilleur de mes lectures des vacances. Je sais pas du tout ce que je vais lire au mois de mars, parce que normalement mon objectif du coup c'est 5 par mois, 5 par semaine. Mais là je recommence les cours, donc bon. Sachant que j'ai eu un cadeau de Noël en retard la semaine dernière. One Dark Window et Two Twisted Crowns, la Shepherd King saga de Rachel Gillig, puisque j'ai tellement aimé Le Chevalier et la Phalène. Évidemment j'ai acheté celui-là, je peux aller remettre, bon c'est pas grave. Je sais pas si j'ai commencé ça, j'ai aussi, je n'aurais pu le lire pendant les vacances mais clairement j'ai pas du tout trouvé le temps. All the Painted Stars de Emma Denny qui est une romance saphique chevalière princesse qui pourrait d'ailleurs me faire valider un des challenges Goodreads sur les romances pour le début d'année. Il faudrait peut-être qu'on se fasse un Emily vlogage en vrai. Mais on fera certainement... En fait, je voudrais faire La Bête humaine avec l'œuvre, puisque ils sont de la même famille. Les 2 personnages principaux, ils sont pas du tout les mêmes, mais ils sont de la même famille. J'ai en cours... Je l'ai là-haut, je vais pas le sortir, parce que c'est une version collector, enfin la version Waterstones, de A Treachery of Swans. J'avais commencé, j'avais pas terminé. Le livre, il est lourd sur ma main. J'ai aussi... Shining que je peux lire parce que j'ai été hyper enthousiasmée par Welcome to Derry. Je n'avais jamais regardé ça et vraiment j'ai eu au mois de janvier une période pendant 3 semaines où je ne voulais faire que ça, regarder des trucs de Stephen King. Ça a bien marché vraiment, ça fait pas peur en fait. Genre en vrai ça, le film il est un peu drôle non? Je crois que je suis bizarre. J'ai pas vu le 2. Ce serait vraiment ça que je voudrais lire en priorité, mais après j'ai tellement de livres dans ma palle, j'arrête pas d'acheter des bouquins, j'ai décidé de ne plus mettre de bookban. Ça sert à rien, de toute façon j'en achète quand même des livres. Et j'ai surtout le tome 6 de Blackwater que je dois absolument terminer, mais j'ai pas envie de lâcher la saga. Donc voilà, par exemple je n'ai pas regardé le dernier épisode de Night of the Seven Kingdoms. De toute façon j'ai lu le livre, donc je sais exactement ce qui va se passer, mais j'ai pas envie que ce soit fini, donc je ne lis pas, donc je ne l'ai pas regardé. Mais il faut vraiment que je termine Blackwater. Faut que je sache si à la fin il y a de nouveau de l'eau ou pas. Faut que je sache. J'ai aussi commencé en début d'année Le Fait. Qui est peur. Donc la suite de Morgan is My Name. Mais en vrai c'est hyper bien écrit, mais c'était un peu trop sérieux pour ce que j'avais envie de lire en début d'année. Donc j'ai dû lire
Dernière mise à jour le 1er janvier quoi, ça fait 2 mois que j'ai pas ouvert le livre. Et sur la palle, ah oui, il faudrait que je lise Une femme d'Annie Ernaux pour toujours ma séquence sur l'autobiographie. Je sais pourquoi l'oiseau en cachante, c'est ça? Le truc de Maya Angelou. Oui. Je sais pourquoi l'oiseau en cachante de Maya Angelou, toujours pour l'autobio. J'ai aussi Catabasis, hein, je l'ai. J'ai acheté en promo sur Waterstones en cherchant qu'on ne pourra plus faire maintenant puisqu'on va payer 2 € par article. Et comme je suis un peu bête, à la place d'acheter le tome 1 de La Reine d'Atoli, j'ai acheté le 2e. Mais je l'ai. Il est hyper beau. Merci à la maison Monsieur Toussaint Louverture parce que vous êtes des goats. Voilà, enfin je pense que j'ai fait après le tour de tout ce que je voudrais lire. Et voilà. C'était une bonne vidéo de reprise hein, puisque la vidéo du mois de janvier je l'avais tournée au mois de décembre je crois. Voire même novembre. Donc voilà, on se donne rendez-vous. J'aimerais bien reprendre le rythme au moins 2 vidéos par mois. Mais bon, je vais essayer de vlogger Shining. Ce serait quand même bien. Et ouais, un vlog littéraire et un bilan par mois, ce serait cool. Voilà, je vous remercie. La road to 100 est escarpée, mais on va y arriver. En plus de me rejoindre ici, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Où j'ai du mal à trouver mon audience. Pourquoi est-ce qu'on reste bloqué à 300 vues toujours? C'est un truc de fou. Et sur Instagram, où j'essaie de revenir un peu. Je me cherche encore sur Insta. Mais voilà, toujours le même nom qu'ici, Vive Bichette. Et des habitudes qu'on ne change vraiment pas depuis les 3 ou 4 ans que j'ai cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura donné des idées de trucs à lire et à ne pas lire. Et évidemment, Laters Gators.